Donc, si les questions sur le sujet de l'innovation et des tendances dans les ponts en acier, ce que je souhaitais montrer, c'est rapidement, en fait, deux approches. Une approche à travers les matériaux et ce qu'on fait sur ce qu'on travaille à travers comme innovation à travers le matériau lui-même. Et dans un deuxième temps, quelque chose qui est plus dans la démarche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise d'une manière innovante, d'une manière, disons, réfléchie, intelligente, un matériau qui, lui, est tout à fait traditionnel. Simplement montrer assez rapidement quelques exemples de ce qu'on fait. Là, c'est une passerelle sur les voies de la gare Saint-Lazare à Paris, donc la passerelle Marcel-Henry, qui a été livrée il y a déjà quelques années. C'est une structure, une sorte de virindelle qui se dilate en plan et en élévation. C'est une structure un petit peu complexe. Ce qu'elle a de spécifique, et c'est pour ça que je la montre, c'est simplement qu'on a été amené petit à petit à envisager l'emploi d'acier 460. Donc, c'est quelque chose qu'on a conçu en 2014, je pense déjà. Et en 2014, on a fait le choix de faire tout l'ouvrage en acier en 460. C'est quelque chose que je mentionne rapidement parce que c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose à quoi on réfléchit de plus en plus dans une approche de sobriété. C'est certes l'acier 460 est un peu plus cher que le 355, mais il y a un vrai sujet d'emploi de matériaux plus capables, plus grande capacité des matériaux pour une forme de sobriété. Alors là, c'est une photo qui est prise de l'intérieur qui montre bien l'intérêt du projet. C'est un projet donc au-dessus des voies ferrées, donc c'est un projet qui a toutes les contraintes d'enveloppe de l'usage au-dessus des voies ferrées pour protéger des caténaires. Et j'aime cette image parce qu'elle montre à quel point c'est un projet d'intérieur en fait. Vous avez vu l'élévation générale globale dans la photo précédente. Dans celle-ci, on voit que c'est une forme de cocon et le sujet, c'est d'envelopper le passant. Ça pose beaucoup de questions structurelles parce qu'il est bien évident qu'une virindelle pliée comme ça au milieu a des flexions qui passent dans toutes les directions, d'où aussi une vraie exigence sur le matériau et le passage en 460. Un autre exemple, là aussi très simple et assez commun aujourd'hui, c'est l'emploi d'acier autopatinable. Là, c'est le pont de la Palombe à Bordeaux, donc c'est de nouveau un emploi dans un domaine ferroviaire. L'autopatinable a une forme d'évidence par la difficulté d'accès pour l'entretien. On est au-dessus des voies ferrées, c'est un des premiers sujets, c'est comment est-ce qu'on va devoir entretenir un ouvrage comme ça, même si on constate tous qu'il y a beaucoup d'ouvrages métalliques peints au-dessus des voies ferrées qui sont repeints une fois au mieux tous les demi-siècles. Sur ce sujet, c'est quand même, je montre cette photo parce que c'est un sujet assez important pour nous d'un point de vue architectural. Techniquement parlant, l'autopatinable, ça marche très bien, on sait le faire, tout se passe à merveille, mais plusieurs architectes, dont M. Mimram, vous diront que le problème, c'est que c'est orange, quoi. C'est qu'on a une couleur qui est extrêmement marquante d'un point de vue architectural, qui n'est pas toujours évidente à insérer dans le site, au-delà des questions purement fonctionnelles. En domaine ferroviaire, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, parce qu'on a un paysage qui est absolument marqué par la poussière ferroviaire, par le métal des rails, même le ballast a pris la poussière ferroviaire, il est délavé, il est couleur rouille, il y a toutes les caténaires, il y a un paysage qui est très particulier et qui se marie extrêmement bien avec l'acier autopatinable. Un autre sujet qu'on travaille en ce moment, c'est l'emploi d'inox, d'acier inoxydable sur les passerelles, et même dans ce projet très particulier, l'emploi d'un inox polymiroir. Donc ça, c'est un projet qui est très long à accoucher, qui a commencé il y a maintenant, je pense, 6 ans en concours, qui aujourd'hui est en chantier. C'est une passerelle qui permet d'accéder au milieu des arbres, dans une sorte de forêt, au musée d'art moderne à Luxembourg, dans la ville de Luxembourg. C'est un sujet extrêmement intéressant qui aujourd'hui est en chantier. On a déjà eu les prototypes, on a déjà eu les premiers voussoirs en fait, enfin j'appelle ça voussoirs, les premiers caissons qui sont donc boulonnés les uns aux autres pour permettre d'assembler de l'inox polymiroir sans avoir de problème en abîmant le miroir des faces extérieures des caissons par des soudures. C'est un sujet très intéressant techniquement parce qu'il y a un vrai sujet de maîtrise des assemblages, aussi de maîtrise des polissages par rapport à ce qu'on voit des fantômes de soudure des diaphragmes à l'intérieur des caissons. Alors malheureusement, je ne peux pas montrer de photos là-dessus parce que c'est un sujet assez surveillé que notre maître d'ouvrage luxembourgeois conserve assez jalousement. Mais c'est quelque chose qui va enfin voir le jour là cette année.
En fin d'année, ça devrait être terminé. Et donc, c'est vraiment le reflet, donc l'intégration de l'acier dans un environnement. C'est même une question de communication importante. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement très marqué par la nature, par le patrimoine végétal. Et on a un ouvrage extrêmement discret et réfléchissant là au milieu. Donc, c'est aussi une approche au-delà, qui est intéressante techniquement parce qu'on a les capacités portantes de l'inox qui sont quand même assez différentes de celles de l'acier usuel. Et ça apporte une dimension très particulière dans l'insertion dans le site. Un autre sujet que j'aborde très rapidement par deux images, c'est la technique de l'acier moulé. C'est pas une nouveauté, l'acier moulé, ça fait un certain temps qu'on fait des pièces de fonderie. En revanche, on n'en fait pas forcément beaucoup aujourd'hui. Et c'est un sujet intéressant parce que naturellement, qui dit acier moulé en général dit série, parce qu'on sait qu'on a des problèmes de moule, donc un moule devient intéressant économiquement à partir du moment où on a une logique de série, ou alors il devient intéressant parce qu'on ne s'en sort pas autrement. Et c'est ces deux choses que je voulais montrer. Ici, on a une logique de série. Ce que vous voyez là, c'est le poteau, la pile de notre projet de prolongement de la ligne 11. C'est donc ce qui nous a amené à la fonderie, c'est d'abord le côté répétitif, c'est-à-dire qu'on a effectivement une série de poteaux. C'est ce que vous voyez sur cette photo-là. Alors, on est encore en phase chantier. Là, l'ouvrage est livré pour ce qui est de la partie charpente métallique, donc on pourrait très bien tout le monde peut aller le voir dans le prolongement de la ligne 11. C'est pour dire, là, on a une vraie série. Donc, on a une approche technique qui nous dit l'acier moulé a une raison d'être. Et ensuite, on a un autre sujet qui est simplement une question de nouveau d'insertion. Et j'insiste sur le mot d'insertion parce que on parle beaucoup d'insertion environnementale et ça passe aussi par une insertion architecturale dans son environnement, ou même architecturale n'est même pas forcément le bon mot, c'est une insertion patrimoniale et dans la compréhension du public de ce qu'est l'ouvrage. Et là, si vous voulez, ce qui nous amène là, c'est la réinterprétation tout simplement de quelque chose qui est dans l'imaginaire, même dans la conscience collective parisienne de l'ouvrage, le métro aérien. Le métro aérien, que ce soit il y a plusieurs sites parisiens où il y a cette évidence du métro aérien. On a une infrastructure qui passe et au-dessus, qui a une forme de toiture urbaine, et on a une colonnade. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a une répétitivité d'éléments en pièces moulées, alors en l'occurrence très 19e ou début 20e, mais sur l'ancien métro aérien. Mais c'est un vocabulaire familier de libération de l'espace et d'intégration d'une infrastructure dans une ville qu'on habite, et pas une série de piles béton comme ça peut arriver parfois d'un affreux béton tagué d'un périphérique ou d'une bretelle d'autoroute. Là, on est dans quelque chose qui est très raffiné. C'est ce qu'on recherchait là-dedans, qui est de libérer l'espace pour en faire un espace qui est un espace public, bien qu'il soit sous un ouvrage, avec donc cette référence à l'ancien. Si c'est quelque chose donc, qui est en cours de livraison, la charpente a été réalisée par Victor Buck, les pièces, elles, ont été sous-traitées, les pièces moulées, bien sûr. Et ce que vous voyez, c'est la station qui est embarquée. En deuxième plan, c'est la station qui est au milieu du viaduc et qui est, elle, réalisée. Toute la verrière a été réalisée par Vienne. Là, je vais de nouveau parler de pièces moulées, mais ça se voit beaucoup moins. C'est-à-dire que ça, c'est un ouvrage qu'on a réalisé à Linz, en Autriche. C'est sur le Danube. Vous avez des travées de 120 mètres, une travée de rive de 80 mètres, une travée sur le fleuve de 120 mètres, et ensuite l'ouvrage est symétrique. Cet ouvrage se porte par 3 cantilevers. Donc, on a une forme marquée, mais en réalité, on a de très grands cantilevers qui permettent ces franchissements et qui permettent Ce qui nous a amené à cette forme-là, c'est qu'on remplace un ouvrage ancien qui était un ouvrage tout début 20e, en treillis en forme d'arc, un ouvrage extrêmement traditionnel avec des travées d'accès en treillis métalliques et puis 3 travées au-dessus du fleuve en arc. Et cette image était extrêmement importante. C'est-à-dire que l'ouvrage était classé, il s'est retrouvé détérioré, il a fallu le détruire, mais c'était une image forte pour la ville. Donc on a reproduit fait une réminiscence à cette image des 3 arcs sur le Danube, tout en élargissant largement les portées, d'abord pour faciliter la navigation, et aussi pour intégrer l'ouvrage à l'échelle de la vallée et non plus à l'échelle du fleuve. Parce qu'avant, on avait 3 petits bonds au-dessus du fleuve lui-même,
Mais en fait, la vallée, le limageur du Danube est beaucoup plus grand et c'est lui qui fait le lien de ville à ville. Donc c'est une question d'architecture, mais qui nous ramenait à l'échelle. Alors, pourquoi j'explique ça? C'est qu'on a agrandi les travées. Et on a malgré tout un ouvrage qui devait rester extrêmement léger, qui a un fonctionnement assez inhabituel, parce que quand on voit des arcs comme ça, on ne s'attend pas à avoir l'appui au milieu de l'arc, tout simplement, hein, c'est assez évident. Donc on a une charge concentrée qui revient donc, de ce faux arc qui est en fait un cantilever à travers les butons, que vous voyez là aussi. En plus, l'ouvrage est assez raffiné dans la séparation des éléments tendus, dans le jour qu'on a mis entre les éléments tendus, mais toute la charge arrive concentrée sur ces butons, vous voyez en V, et arrive au centre. Arrive au centre sur une pièce extrêmement complexe, parce que vous avez un ouvrage cantilever qui est donc souple, qui est sur un ouvrage routier, qui était même à l'origine calculé pour être capable de prendre des tramways. Et donc, on parle de fatigue, tout simplement. On parle de fatigue, évidemment, et avec des chargements et une amplitude de contrainte qui sont extrêmement fortes, puisque l'ouvrage étant souple, il se charge dans un sens puis dans l'autre, en fonction de la travée qu'on charge, et ce pied de V a une amplitude de contrainte très, très grande. Donc, cette chose-là ne se résolvait que soit par un caisson qui devenait très gros et qui nous faisait perdre l'image générale qui arrive délicatement sur l'appui, ou au travers d'une pièce moulée qui a été calculée. On a même eu une collaboration avec un institut de mécanique automobile de l'université de Graz, je crois, ou de Vienne, pour arriver à définir précisément et la géométrie et la réelle capacité en termes de calcul et de passage des efforts dans cette géométrie-là. Alors, c'est simplement ces deux éléments pour vous montrer à quel point on peut arriver au même résultat pour des raisons très différentes. Là, c'est simplement quelques images de la pièce moulée pour se rendre compte aussi de l'échelle. De l'échelle. C'est une très, très grosse pièce. Deuxième aspect que je voulais évoquer rapidement, c'est comment est-ce qu'on peut innover avec un matériau qui est, lui, tout à fait standard. Sans doute que plusieurs ont déjà vu des images de ce projet. On a pas mal communiqué dessus. Ce n'est pas non plus un projet qui est tout neuf. Ça a été livré en 2018. C'est un projet de bâtiment-pont. Donc, c'est un immeuble de bureau qui enjambe les voies sur le faisceau de la gare d'Austerlitz à Paris. C'est juste à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Alors, le sujet, pour qu'on se replace dans le contexte, c'est un endroit où le foncier est très cher, donc où une société d'économie mixte s'est mise à commercialiser ce terrain au-dessus des voies ferrées. Donc, le schéma est très simple. L'ASEM vend des espèces de parcelles au-dessus des voies ferrées, et en général, pour pouvoir les vendre, elle a fait faire avant une immense dalle en béton précontraint qui, poutre à poutre, est assemblée au-dessus des voies, et elle vend un nouveau sol, un promoteur qui construit un bâtiment. Sauf que parfois, ça ne marche pas parce qu'on n'a plus le gabarit nécessaire au-dessus des voies ferrées. On est un peu limité. Donc, nous, on a proposé de venir faire le bâtiment avec sa propre structure pour s'affranchir des contraintes de gabarit dues à la grosse dalle génie civil lourd, disons, béton précontraint. Et donc, c'est réellement un bâtiment pont, c'est-à-dire que cet ouvrage se porte, là on le voit à travers ce qu'on a montré par des façades percées, qui sont eux les vrais porteurs. Alors, difficile de rentrer comme ça au travers de 3 diapos sur la vraie manière de porter de cet ensemble. Et si vous voulez, vous avez des porteurs longitudinaux qui portent sur les 60 mètres des voies ferrées, de bord à bord. Et ensuite, cet ensemble est rejoint par 2 poutres transversales que vous voyez au niveau supérieur, décalées d'un niveau. Et tout ça forme un portique dans les 2 directions qui stabilise l'ensemble de l'ouvrage. Au-delà de la question du simple gabarit au-dessus des voies ferrées, pourquoi est-ce que je montre cet élément-là? C'est que tout ça est de l'acier assez habituel. Hein. Il doit y avoir un peu de 460 sur les pièces les plus contraintes, mais en général, c'est du 355. Mais ce qu'on a voulu faire là, c'est montrer que par rapport à du bâtiment standard, on savait non seulement faire un pont habité, c'est-à-dire prendre une structure très exigeante portant un bâtiment de 8 étages sur 60 mètres en acier, d'une part. La structure se reporte sur 3 niveaux, hein, pour avoir un peu des échelles. Et en plus, on a pu créer ce que vous voyez déjà sur cette photo, c'est-à-dire toutes sortes de décrochés. Alors, il y a une volonté architecturale là-dedans, évidemment, mais on a voulu, si vous voulez, exacerber ce sujet-là pour montrer à quel point on pouvait créer des usages à travers l'emploi d'acier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une espèce de caisse posée sur une dalle, on se sert des porteurs pour avoir des éléments forts, des éléments en retrait,
et des porteurs principaux qui peuvent soit porter une structure secondaire, soit la suspendre, et donc remplir les espaces dans la structure principale du pont. Et ces espaces, on les remplit de manière on peut les remplir à différents plans, puisqu'on a déjà une structure qui tient l'ensemble et qui tient cette grande parcelle au-dessus du vide, et ensuite on la remplit. On la pose, on suspend, on peut être en retrait, on peut être vraiment au nu de la parcelle, et avec ça, on crée une multiplicité d'usages en fait, qui est très intéressante, parce qu'on a des balcons, on a des retraits, des balcons abrités, des balcons qui sont vraiment en terrasse, qui dominent le paysage. C'est un sujet assez intéressant, et donc qui est vraiment rendu possible par l'emploi d'un acier qui n'a rien d'extraordinaire en termes de matériaux, contrairement à ce que je peux montrer avant, qui parlait vraiment du matériau en soi. Donc là, c'est ce que vous voyez qu'on est dans un bâtiment bureau, mais il y a des éléments de structure qui apparaissent ici et là, qui sont à l'échelle de portée de 60 mètres. Et puis en même temps, on a des libérations des espaces, on a des cadrages, on a en particulier le rez-de-chaussée en fait, qui est suspendu aux porteurs qui sont à partir du premier étage. Et donc le rez-de-chaussée est très libre. Et il n'y a que des suspentes qui suspendent l'ensemble, à part les très gros noyaux qui retiennent la dalle elle-même. Un autre sujet, c'est la passerelle qu'on a livrée l'an dernier à La Rochelle. Alors, c'est une passerelle de pôle multimodal, c'est des programmes qu'on voit beaucoup ces temps-ci, un peu partout en France. Donc, franchir les voies ferrées au droit d'une gare, la connexion au quai, etc. Pourquoi je montre ce projet? C'est un acier très standard, c'est du 355, tout ce qui est de plus habituel sur nos ouvrages. Mais là, il y a un travail particulier en deux temps. Le premier, c'est la géométrie. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur une structure qui devait garder des tôles assez fines pour pouvoir en faire un peu ce qu'on voulait en termes géométriques. Donc, on a vraiment travaillé sur l'oscillation et le fait de galber ces tôles, que ce soit dans le caisson qui supporte la passerelle sur le dessous ou dans sa toiture, puisque c'était un programme couvert. Tout ça étant, si vous voulez, initialement en regard de ce qu'on ne voit pas sur la droite de la photo, c'est-à-dire la gare existante, qui est assez monument historique et qui a dans son tympan une virindelle très nette, très dessinée, et devant laquelle on vient s'installer dans le même rythme. Simplement, on la tord, on la travaille dans sa géométrie. Et donc, à travers l'emploi d'acier tout simple, on obtient une géométrie assez étonnante qui est extrêmement gauche. C'est un des ouvrages, je pense, dont les doubles courbures sont les plus fortes, en effet, et ce qu'on a pu se permettre avec des tôles fines. Et un autre sujet très intéressant là-dessus, qui ne se voit pas forcément d'emblée, c'est qu'on ne perçoit que très peu les appuis. Bien sûr, vous voyez les ascenseurs, mais les ascenseurs ne transfèrent pas d'efforts verticaux au sol. Ils permettent d'accrocher horizontalement, de retenir horizontalement l'ouvrage. Les efforts verticaux passent sur des petites piles, il y en a une sur la gauche. Là aussi, on a travaillé pour avoir des piles extrêmement fines, pour qu'elles puissent s'intégrer dans le paysage à la même échelle que tous les éléments verticaux qu'il y a dans un paysage ferroviaire, qui sont ce que vous voyez là, la passerelle de maintenance des TGV, les poteaux caténaires. Le poteau caténaire est à peu près aussi gros que nos piles. Malgré ça, on a quand même une travée de 50 mètres d'un côté, on a une passerelle de 4 mètres de large, 50 mètres de portée, on a 220 mètres de passerelle, c'est un assez grand ouvrage en fait. Mais ce que vous voyez là, c'est qu'on ne voit pas les piles. Alors là, vous voyez bien là, ce dont je parlais de double courbure des tôles qui est assez forte. Mais ça m'apporte beaucoup cet aspect de finesse des piles parce que ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est que les piles sont extrêmement fines et donc assimilables à ce qu'on voit dans le paysage déjà. Mais surtout, il n'y a pas d'appareil d'appui. Parce que c'est vraiment un ouvrage intégral, parce qu'on est arrivé donc à encastrer et à souder les piles dans le caisson supérieur. Et comme elles ont cette grande finesse, elles ont la souplesse qui nous permet d'assumer la dilatation sur l'ensemble, tout en permettant de garantir la stabilité face aux efforts horizontaux, parce qu'on a une succession et donc une somme d'appuis d'une raideur raisonnable. Nous permettent de créer des sortes de points fixes au sens global, au sens des efforts horizontaux, tout en libérant la dilatation sur chacun des appuis. Voilà, là vous voyez vraiment la succession et déjà la distorsion de la géométrie avec la succession de ces grandes piles. Une autre chose sur laquelle nous travaillons, mais évidemment on est loin d'être les seuls à travailler sur ce sujet-là, mais c'est de l'acier normal, c'est un ouvrage que j'ai déjà montré tout à l'heure à propos de l'emploi de l'acier autopatinable. C'est l'ouvrage qui est juste après la gare de Bordeaux sur les voies ferrées, et c'est simplement le travail du percement de la tôle. Alors,
en toute rigueur, ce n'est pas un travail d'économie de matière dans la mesure où quand vous fabriquez ça, vous achetez la tôle entière et vous la découpez après, évidemment. Donc la chute peut être réutilisée en recyclage, mais en termes économiques, on l'achète, cet acier-là. Simplement, on l'allège déjà en termes de poids, de structure portée. Et puis, notre travail, c'est de chercher où mettre la matière pour que ce soit intéressant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens travaillent en ce moment, mais qui est très intéressant pour la transparence que ça offre et sur lequel l'acier nous apporte des possibilités que d'autres matériaux n'ont évidemment pas. Dans la capacité aussi, ce qu'on voit ici, à trouver et perforation et raidissage, là où on en a besoin. Et un autre projet sur lequel on travaille actuellement, là, on a juste quelques esquisses, mais c'est le franchissement de l'A1 qui donnera l'accès depuis la Courneuve, et en particulier la Cité des 4000, vers tout le parc de la Courneuve. Et donc ça, c'est un projet qui doit sortir assez bientôt, sur lequel on est en phase pro. Alors là aussi, on travaille simplement sur le percement. Sur la transparence, c'est un sujet intéressant parce qu'en fait, c'est à la fois protection et à la fois transparence. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de l'autoroute, c'est pas très sympa l'autoroute, et en même temps, c'est pas non plus terrible d'être enfermé dans un ouvrage. Donc, il faut trouver quelque chose d'intéressant dans la forme de porosité, de transparence et aussi de protection. Là, bon, il y a beaucoup de sujets de calcul, vous l'imaginez bien. En plus, on s'est amusé à plier l'âme, donc il y a énormément de sujets de calcul intéressants sur comment modéliser au juste une tôle percée, et dans le calcul de détail pour comprendre où passent les efforts, et aussi, c'est sans doute le plus délicat, pour les questions de stabilité globale, pour trouver la manière de modéliser de manière juste sans partir dans des modèles un peu fous où vous avez absolument tout intégré et vous faites confiance à la machine. Dernier sujet que je voulais montrer, c'est ce qu'on fait à Blois en ce moment. Alors ça, c'est un projet, je pense que le maître d'ouvrage a pas mal communiqué dessus, peut-être que certains l'ont vu, il est aujourd'hui en appel d'offres, donc les entreprises planchent là-dessus. Alors, pour avoir le contexte, c'est un très beau site d'abord. C'est vraiment la Loire, un peu en amont de Blois. C'est un paysage magnifique, c'est très grand, c'est très vaste. Et le maître d'ouvrage souhaitait réutiliser les piles d'un ancien barrage qui était là. Donc, vous aviez une trame imposée, si on peut dire, parce qu'il y avait vraiment des piles tous les 50 mètres. On a souhaité... Alors d'abord, 50 mètres, c'est quand même une jolie travée. Donc vous ne faites pas ça si simplement que ça. Vous êtes sur la Loire, donc c'est un fleuve sans tirant d'eau, donc vous ne savez pas y aller très bien. C'est énormément de contraintes, en fait. Il y a des contraintes environnementales parce qu'il y a des espèces protégées un peu partout là autour. Vous avez une trame imposée, vous avez donc la beauté du paysage, le fait que l'ABF regarde tout ce que vous faites, et vous avez de grandes portées, donc vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, et des difficultés d'accès. Donc d'une certaine manière, l'acier s'impose sur un sujet comme ça. En même temps, on a besoin d'une liberté de forme pour pas tomber dans l'écueil de faire une structure très répétitive sur les 50 mètres qui ne s'adresse pas à l'ensemble de la vallée. Et donc on a créé cet ouvrage, en gros, qui est pensé comme une charpente métallique. Et ensuite, on a fait le travail dans 2 temps, c'est-à-dire d'expliquer. Je pense qu'on a essayé d'être le plus pédagogique possible aussi, même dans le rendu de concours, pour dire c'est un sujet qui doit être écologiquement il doit être montré une préoccupation très forte à ce niveau-là, parce que le site est très particulier. Mais aussi, c'est un sujet qui parle d'insertion générale dans le paysage, donc pour montrer qu'on a besoin de finesse. Je ne vais pas faire un passerelle en lamellé-collé monstrueuse dans ce paysage-là. Donc j'ai besoin de la faire en acier. Maintenant, une fois que j'ai conçu ça en acier, comment est-ce que j'apporte un deuxième regard pour dire qu'est-ce que je peux enlever à l'acier pour faire une structure mixte acier-bois, qui nous permette d'équilibrer le bilan carbone de cet ouvrage tout en gardant tous les avantages de mise en œuvre et de légèreté, à la fois dans le paysage et à la fois matériel, parce que c'est un vrai sujet de levage et de mise en œuvre. Et donc, on a travaillé tout ça pour enlever une des fibres qui oscille autour de la passerelle et qui crée les poutres de franchissement des travées, pour la transformer en lamellé-collé. Et on a construit tout l'argumentaire pour expliquer ce qu'on arrivait à gagner en bilan carbone là-dessus, tout en montrant que ça n'avait pas de sens pour nous. On n'arrivait pas à amener une réponse satisfaisante en étant sur une structure intégrale en bois. Donc c'est vraiment un ouvrage mixte, mais absolument mixte, c'est-à-dire qu'on n'a pas une sorte de point d'honneur, mis un point d'honneur à ne pas connecter les pièces en bois seulement pour les charges d'exploitation à la fin, pour qu'elles servent un peu, mais sans participer au fonctionnement global.
c'est un ouvrage qui a toute une fibre, qui est un porteur principal, qui est en lamellé collé, et tout le reste qui est en acier, avec tous les sujets. C'était une conception très intéressante d'assemblage que ça pose, parce que évidemment que quand vous êtes mix, il y a des choses qui passent dans l'acier qu'il ne faut surtout pas renvoyer dans le bois, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais c'est la démarche que je voulais exposer ici pour dire c'est un emploi d'acier normal, mais c'est un emploi d'acier normal dans un contexte qui nous impose de faire de l'acier, tout en expliquant au maître d'ouvrage pourquoi il faut faire attention et pourquoi aujourd'hui on a une vraie responsabilité de constructeur face aux enjeux écologiques, hein, évidemment. Voilà, donc là on distingue bien, simplement pour comprendre le projet, on distingue bien les piles existantes de l'ouvrage, les piles en béton rapporté et la structure métallique au-dessus, métallique et mixte. Voilà, avec ça je suis au bout de ces quelques tendances de notre travail sur l'innovation de l'acier. Merci beaucoup Jacques, à toi pour cette présentation très complète qui effectivement a montré au travers de nombreux projets finalement qu'avec l'utilisation d'acier à haute élasticité, 460, l'utilisation d'acier osseo-patinable ou l'utilisation d'acier inox ou d'acier moulé, ben voilà, on innove, on propose des solutions nouvelles et puis je reviendrai effectivement là en premier sur cette mixité à Blois, parce qu'effectivement on a bien compris que c'est finalement une volonté d'équilibrer le bilan carbone, une imposition demandée par la maîtrise d'ouvrage, hein, c'est ça, d'avoir un ouvrage environnementalement respectueux de l'environnement plutôt. Et finalement, donc du coup, ça vous oblige à vous à faire des calculs, des conceptions innovantes, des choses nouvelles, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez différent d'habitude, de faire une passerelle comme ça avec une membrure supérieure en bois à Blois. C'est ça. C'est des choses auxquelles on est forcé de réfléchir, je dirais, parce que c'est l'air du temps, et pas l'air du temps dans un sens négatif, c'est ce à quoi, c'est notre responsabilité déjà, dans le contexte général. Mais c'est aussi notre responsabilité de sachant et d'habituer de la charpente métallique, de résister à une tendance générale qui serait de dire l'acier c'était pour le 19e, pour le 20e encore, et maintenant on arrête. C'est juste, et on fait que du bois, parce qu'on connaît cette tendance-là, et on essaye d'y répondre avec le positionnement, en essayant de trouver le bon positionnement pour ne pas être des défenseurs de notre chapelle en disant nous on sait faire de l'acier et surtout il faut qu'on continue à nous laisser jouer. C'est pas ça la réponse, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire, et de ne pas foncer tête baissée dans l'emploi du bois qui pose de sérieuses questions de pérennité. Il y a énormément de questions qui se posent. Beaucoup de maîtres d'ouvrage ont l'impression que c'est la panacée, ça va régler tous leurs problèmes. Ouais. Alors que nous qui avons un peu plus l'habitude de concevoir des ouvrages, on se méfie un peu de certains sujets. Mais il faut répondre à ces gens-là, et il ne faut surtout pas rester assis sur notre savoir-faire en acier. Donc c'est pour ça que pour être plus précis, quant à ta question, on ne nous impose rien, mais en général, mais on voit les choses, on sent, il y a des programmes qui sont tournés vers du bois, on sent qu'il y a des ouvrages dont on voit qu'ils vont être gagnés en bois et dont nous, simultanément, on ne voit pas comment on peut les concevoir en bois raisonnablement. Mais si le politique veut du bois, eh ben, il y a des gens qui vont lui donner du bois. Donc, et le sujet est là. Et après, ça, c'est une question qui est stratégique. Mais je dissocie bien les deux. Il y a la question stratégique, et puis il y a la question du bien concevoir dans le monde d'aujourd'hui qui est rempli de préoccupations différentes d'il y a 20 ans. Et donc là, c'était typiquement le cas à Blois, c'est-à-dire que c'est réellement un site magnifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder la question que d'un point de vue technique. Le sujet de l'insertion environnementale, il est omniprésent. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est une insertion environnementale qui s'aborde par le bilan carbone, en termes de calcul un peu rationnel, en disant qu'est-ce qu'on fait là. Et puis, il y a une insertion environnementale au sens paysager extrêmement importante dans un site classé à l'UNESCO. C'est une très belle vallée, c'est très variable, c'est la Loire, c'est pas un fleuve domestiqué. Et donc, il y a vraiment ces deux aspects. Puis, il y a encore un autre aspect qui est qu'il y a une faune environnante très riche. Comment on fait? Et donc, c'est pour dire, c'est ce sujet-là. Là, c'est vraiment l'autre aspect. Ce n'est pas stratégique, c'est comment est-ce qu'on fait là au milieu. Et forcément, ça pousse à amener ces réflexions-là. Et du coup, aussi, ça pousse après l'entreprise ou les entreprises, d'un point de vue réalisation, à innover et puis à être
finalement engagé avec vous dans une démarche d'innovation et de respect de l'environnement. Parce que construire ça, ça va être aussi un nouveau challenge pour une entreprise. Absolument. Et comme tu dis, avec nous. Parce que c'est pas des choses qu'on est capable de faire tout seul. J'enfonce une porte ouverte, mais enfin, sans les entreprises, on n'est rien. On n'est personne. On a besoin de. Et eux, ils ont besoin de nous pour décider des choses. C'est vraiment des problèmes qu'il faut aborder ensemble. C'est pas toujours évident, justement parce qu'on a des interventions un peu successives sur ces sujets-là. Mais c'est dans la discussion avec tous les partenaires avec qui on travaille habituellement. Donc, on sent effectivement que l'innovation, elle est portée par le changement climatique, elle est portée par le respect de l'environnement et donc par tous ces sujets finalement que tu as très bien balayés. Hein. J'avais préparé quelques questions pour bien balayer tous les sujets, mais on a parlé de mixité, on a parlé vraiment pas de l'imposition, mais du souci de concevoir en respectant l'environnement. Ce n'est pas encore une contrainte qui vous est imposée, mais vous sentez le vent tourner quand même. Est-ce que pour des projets urbains aussi, on a une volonté de recourir à des matériaux boostés ou alors à l'inverse, peut-être de recourir à des aciers qui soient plus vertueux, plus uniquement faits à partir d'acier recyclé. On le sait, on l'a entendu, la filière de la sidérurgie innove de plus en plus pour faire des aciers bas carbone. Donc, alors, je pense que souvent, ce sont plus des réponses que nous pouvons apporter plutôt que des choses qu'exige le maître d'ouvrage. Parce que les maîtres d'ouvrage, je pense, sont en général contraints. En fait, ils ne savent pas vraiment se positionner parce qu'ils sont contraints par les. Je pense que le cadre légal ne suit pas le cadre d'opinion publique, c'est un peu péjoratif, mais c'est-à-dire les désirs qu'on a et ce à quoi on aspire dans une conception raisonnée est difficile à faire entrer dans un cadre légal et on va vous demander comment, on va vous dire que vous réduisez la concurrence et donc ils sont assez embarrassés pour cadrer les choses. Donc c'est plutôt à nous que ça permet d'apporter des réponses en disant que l'acier n'est pas que les hauts fourneaux, c'est aussi de l'acier recyclé, c'est des perspectives sur la réduction directe. Enfin, je pense que c'est pas à moi d'en parler dans ce contexte, mais c'est plutôt quelque chose d'intéressant. C'est à nous d'amener des éléments pour le pouvoir public, pour qu'ils sachent aborder les choses en fait et expliquer ce qu'ils. En tout cas, voilà, la filière, globalement, la filière de la construction acier est là effectivement pour vous aider aussi, concepteurs, hein, pour vous aider à apporter des nouveaux arguments, des nouvelles innovations et pour répondre à ces enjeux dont on est tous conscients et on a envie effectivement de léguer une planète viable, habitable pour nos générations futures. Je crois que, encore une fois, merci Jacques pour avoir bien voulu te rendre disponible pour intervenir aujourd'hui à ce colloque. Et puis j'espère te revoir physiquement à une prochaine occasion pour pourquoi pas une visite de chantier éventuellement ou sur d'autres occasions. Merci beaucoup à toi Jacques. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là, mais à une prochaine occasion volontiers. Merci beaucoup.